Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Je m'appelle Robert Derril. Je fais partie, enfin du moins, je faisais partie, de l'expédition qui aurait dû sensibiliser le public sur le danger du tourisme dans les hautes montagnes. Mais à la place, je me retrouve ici, dans cette grotte, au sommet de l'Himalaya, perdu au milieu de nulle part. Et personne, non personne ne viendra. Tout a commencé il y avait très peu de temps. Quand je me remémore ça maintenant, ça me paraît tellement loin et tellement stupide. J'ai toujours été de nature sympathique. J'adore aider les autres, leur venir en aide. Et bien sûr, pour rien du tout en échange, le simple plaisir de faire du bien était pour moi la chose la plus gratifiante qu'on pouvait avoir. Alors quand j'ai entendu parler de ce programme, qui, à la base, devait servir à sensibiliser le public contre le danger du tourisme de masse qui ne cessait de s'accumuler dans les régions montagneuses. Oui, beaucoup d'autochtones vous diront que ces touristes sont pour eux quelque chose de bénéfique. Ils ont besoin de leur argent. Mais malheureusement, les touristes sont rarement des gens propres, qui ramassent leurs déchets, ou alors même qui n'en produisent pas. Mais malheureusement, dans la réalité, les montagnes deviennent très rapidement des poubelles. Et quand je dis poubelles, je ne parle pas des petites que vous avez chez vous, ou même celles que vous trouvez sur les places publiques, afin de jeter vos déchets. Non, je parle plutôt de gigantesques décharges à ciel ouvert. Et croyez-moi que cela s'accumule, jour après jour, mois après mois, année après année. Notre campagne était donc simple. Faire comprendre aux gens que oui, ils avaient le droit d'aller faire leurs vacances là-bas, mais que la montagne, comme tous les autres paysages du monde, mérite d'être respectée. Je me suis donc rapidement inscrit à ce programme. J'ai réussi à avoir ce que je semblais être de la chance à la base. Le bonheur d'être choisi pour la première expédition. Rendez-vous au sommet de l'Himalaya. Objectif là-bas, prendre des photos et des vidéos. Durant toute la montée, observer la montagne de son sommet, tout en filmant tous les déchets qui étaient présents sur place, afin de faire comprendre au monde à quoi pouvait bien ressembler l'un des plus grands sommets. Puis redescendre, afin de préparer le plus gros documentaire choc qui n'ait jamais existé. Enfin du moins, ça c'était sur papier bien sûr, car rien ne s'est passé comme prévu. Oui, une fois arrivés sur place, nous avons escaladé. Nous avons pris de très beaux clichés même. Des vidéos incroyables, montrant à quel point l'humanité peut faire preuve d'énormément de mépris envers la nature. Mais nous n'avons jamais réussi à atteindre ce sommet. Pas qu'il était infranchissable, ou que nous sommes tombés dans une tempête de neige. Non, malheureusement la vérité était bien plus sinistre encore. Ça a commencé pendant une soirée. Nous avions posé les tentes, et on s'apprêtait à passer une nuit très fraîche, mais vraiment très bien méritée. Normalement, il ne faut pas aussi longtemps pour gravir cette montagne. Mais quand vous vous arrêtez toutes les 5 secondes, afin de prendre des photos et des vidéos, du coup, ça devient beaucoup plus difficile. Le campement était posé, et la nuit était déjà bien avancée. Tout le monde était en train de dormir, quand je me suis réveillé pour aller pisser. Bien sûr, je ne suis pas sorti de ma tente. Pas que j'avais peur du noir, loin de là. Mais tous les bons alpinistes vous diront qu'il ne faut jamais sortir de sa tente le soir. C'est ce qui est malheureusement arrivé à une alpiniste, qui est naturellement sortie en pleine nuit. Exactement pour les mêmes raisons, mais qui malheureusement n'a pas vu le gouffre devant elle, et qui a fait une chute mortelle. Alors par mesure de sécurité, j'ai tout simplement fait ma petite affaire dans une bouteille. Bouteille qui, bien sûr, j'allais ramener avec moi pour mon chemin du retour. Mais c'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Un énorme cri. Hurlement ou je ne savais pas ce que c'était encore à ce moment. Juste un son très fort, qui pouvait provenir de n'importe où. Je n'ai pas immédiatement pensé à quelque chose de bizarre. À mes yeux, il s'agissait sûrement d'un randonneur qui s'était égaré et qui devait simplement appeler à l'aide, car il avait peur de mourir de froid. Je suis donc sorti de ma tente, puis à l'aide de mon téléphone, j'ai éclairé celle des autres et je les ai appelés. Sans m'aventurer dans la poudreuse, j'ai réussi à les réveiller un par un et à leur demander d'écouter ces cris.
qui ne cessait de se répéter. Bien sûr, eux aussi ont pensé à la même chose. Nous avons discuté quelques instants, puis nous avons décidé d'aller voir dans la direction d'où provenaient les cris. Nous sommes là pour une mission humanitaire. Si nous ignorons quelqu'un, cela irait complètement à l'encontre de nos idées. Pour éviter tout problème, nous avons commencé à nous attacher les uns aux autres, à l'aide d'une très grande corde. Si l'un d'entre nous tombait, les autres pouvaient facilement les récupérer. Mais il fallait tout de même un peu d'écart entre nous, au moins être sûr de recouvrir un minimum de terrain, afin d'essayer de le retrouver plus vite. Nous avons dû avancer comme cela pendant une bonne heure. Enfin, il me semble. Ça m'a paru tellement long. Nous étions presque arrivés au cri à ce moment. Nous avions tellement hâte de voir qui était capable de crier aussi fort. Je sais très bien que la peur est capable de nous faire des choses incroyables. Mais tout de même, cet homme devait avoir les poumons les plus gros du monde. Mais juste avant d'arriver à la source du bruit, les cris se sont mystérieusement arrêtés, aussi rapidement qu'ils avaient commencé. Mais nous avons quand même continué à avancer. Après tout, il s'était peut-être évanoui. Ou pire encore. Non, il ne fallait pas qu'on en reste là. Il fallait vraiment qu'on le retrouve. Mais ce que nous avons trouvé à la place était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Oh oui, bien sûr, les cris ont recommencé. Mais ce n'était plus du tout les mêmes. Les cris suivants que j'ai entendus étaient ceux de l'un de mes camarades, celui qui était tout à l'opposé de la corde. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer. Ce fameux camarade était en tête de corde. Moi, j'étais à la fin. Une certaine ironie quand on y réfléchit. J'ai toujours été le dernier en tout, et je suis même le dernier dans cette situation. Vous allez vite comprendre. On ne voyait vraiment pas grand-chose dans le noir. Normal, vous me diriez. Mais comble de la malchance, un petit vent avait commencé à se lever, juste avant que notre collègue ne se mette à hurler. Est-ce que cela avait un rapport? Aucune idée. Mais avec très peu de visibilité. Même 1,50 m vous paraît très éloigné. Celui qui était juste après lui a commencé à son tour à hurler. Toute la ligne a hurlé comme ça les uns après les autres. Presque ainsi de suite. Nous étions une dizaine, et j'ai entendu toutes ces voix différentes, hurler et appeler à l'aide. Je m'attendais moi aussi à voir quelque chose de spécial. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'ils avaient. J'ai tout simplement cru qu'ils étaient tombés sur un corps congelé, ou sur le pauvre malheureux qui nous appelait à l'aide, et que cela les avait énormément surpris, de le trouver dans une condition physique des plus déplorables. Mais je n'ai jamais été très fort pour comprendre la signification des cris. Ce n'étaient pas des cris à l'aide, enfin du moins, pas des cris à l'aide pour quelqu'un d'autre, mais pour soi-même. Les 10 membres du groupe ont presque disparu comme cela les uns après les autres. Les 2 derniers avant moi ont dû comprendre très rapidement ce qu'il se passait. Ils ont voulu se sauver, et dans la hâte, ils ont fait tomber leurs torches par terre, nous rendant encore plus aveugles. Mais eux non plus n'ont pas réussi à s'en sortir. Quelque chose a tout simplement tiré sur la corde à laquelle nous étions attachés. L'avant-dernier a hurlé une fois de plus de toutes ses forces. Puis plus rien. Le dernier, celui juste avant moi, était là en train de se battre tout seul avec cette corde, qui ne cessait de le tirer dans une direction que je ne voyais pas. J'imagine que lui, oui, il devait voir cette chose, ce danger, qui était là bien présent, mais qui à mes yeux était complètement invisible. Le dernier geste qu'il ait fait fut une tentative de couper la corde avec un couteau qu'il avait sur lui, mais il n'en a malheureusement pas eu le temps. Lui aussi est parti en avant, entraîné par je ne sais quoi à ce moment, à la différence qu'il était suffisamment près pour que je puisse entendre ces bruits immondes, de membres arrachés, de viande mastiquée, d'eau brisée, et j'en passe encore, tous ces bruitages gore, comme si on l'éventrait sur place, ou pire, je ne peux même pas imaginer ce qu'il a pu ressentir. J'ai vite compris que ce que je ne voyais pas, et qui était bien là, ne me voulait vraiment pas du bien, et que j'allais sûrement être le prochain sur la liste. Comprenant que cette chose était en train de manger, j'ai hésité un court instant. Oui, j'avais peur, et je voulais m'enfuir. Mais visiblement, ils ont dû tous essayer les uns après les autres, de s'enfuir en tirant sur la corde, mais comme des simples poissons accrochés à la ligne d'une canne à pêche.
Ils se sont tout simplement fait attraper. Je ne pouvais donc pas m'enfuir. Enfin du moins, pas dans cet état. J'ai donc pris mon courage à deux mains, et j'ai profité que cette créature, quoi qu'elle soit, finisse son festin, pour m'élancer et attraper le couteau, et me dégager de son emprise. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai littéralement sauté dessus, et j'ai coupé aussi rapidement que je pouvais. À ma grande surprise, et à mon immense joie, la corde a cédé plus rapidement que je le pensais. J'étais prêt à partir, mais juste avant que je ne tourne le regard, et que je parte dans une direction autre que celle de la mort. Je l'ai vu. Je l'ai vu, certes un court instant, mais croyez-moi que je l'ai vu. Je ne sais pas trop ce que c'était. Le Yéti sûrement. Oui, je pense que je vais l'appeler le Yéti. Même si ce n'est pas lui. Au moins ça va donner une image pour tous ceux qui liront ce que j'écris actuellement. Vous avez sûrement vu des films de Yéti, un énorme singe blanc, comme on peut voir dans l'un des films de la momie, dans plusieurs dessins animés, mais croyez-moi que la version réelle ne ressemble absolument pas à ça. En fait, il ressemble plus à un lion, un immense lion qui se tient debout. Par contre, il est bel et bien blanc. Enfin du moins, il devait être blanc avant qu'il commence à nous chasser, car quand je l'ai vu, il était maculé de sang et complètement rouge. Comme je vous l'ai dit, cela n'a duré qu'un court instant, et je ne pourrais pas le décrire en détail. Mais cela m'a largement suffi pour que je comprenne qu'il fallait à tout prix que je parte. J'ai donc réussi à m'enfuir, par je ne sais quel miracle, puis j'ai avancé aléatoirement ici et là. Je ne voyais vraiment pas où j'allais. Et puis très franchement, je m'en fichais éperdument. Du moment que j'arrivais à semer cette chose, c'est tout ce qui comptait. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé partir. Sûrement était-il repu. Après tout, il venait d'avaler 9 personnes. Certes, il était grand, mais tout de même, ou peut-être qu'il avait envie de jouer avec moi. Je savais bien qu'il était là. Moi, je courais dans la neige. Je me fatiguais rapidement. Je transpirais à grosses gouttes. Mais lui, il ne ressentait rien de cela. Je l'entendais tout autour de moi. Je ne pouvais toujours pas le voir. Et très franchement, je n'avais vraiment pas envie de le revoir. Mais j'entendais ses pas derrière moi, sa respiration rauque, et les petits bruits de mastication qu'il ne cessait de faire. Il m'a donc suivi comme cela pendant plus de 2 heures. Puis j'ai réussi à trouver cette grotte, sans savoir s'il était encore derrière moi. Je me suis engagé dedans. Je sais, c'est peut-être stupide dit comme ça. Vraiment, vraiment stupide. Mais j'étais complètement fatigué, trempé. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je me pose. Celle-ci n'était pas très profonde. Je n'ai fait qu'avancer quelques mètres dedans, puis je me suis assis sur la première pierre venue, afin de pouvoir enregistrer tout cela. Ça fait une petite demi-heure maintenant que je suis ici. Est-ce que je sortirai vivant? Non. Bien sûr que non. Je ne me fais pas d'illusions. Comment je le sais? C'est tout simple. La nuit est finie. Le soleil commence à se lever. Et quand je regarde l'entrée de cette grotte, je vois une silhouette blanche qui se dessine au loin dans le paysage. Celle-ci est maculée de sang. Et elle ne fait qu'une seule chose. Elle me regarde. Elle me regarde patiemment. Et attend le moment que je vais sortir, afin de m'attraper et faire de moi le dessert du plus beau repas qu'elle n'a sûrement pas fait depuis plusieurs jours certainement. J'espère qu'elle ne comprendra pas la technologie et qu'elle n'aura pas la curiosité de venir chercher mon téléphone ici. Je les laisse donc derrière moi, je n'y toucherai pas. De toute façon, il ne me servira à rien. Vous imaginez bien qu'ici il n'y a pas de réseau. Mais retenez bien ceci, si un jour vous venez vous promener dans l'Himalaya, surtout faites bien attention, car il n'y a pas que les touristes et les humanitaires comme moi qui se promènent par ici. Il y a quelque chose de grand, monstrueux, et d'encore plus terrible que vous n'avez jamais imaginé.